Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. D'abord, à inventorier toutes les sociétés qui ont bénéficié de contrats de partage de production pour garantir un suivi normal des activités d'exploration. Parce que l'exploration, c'est indispensable avant toute production. C'est comme cela que nous avons d'abord fait un état de lieu de tous les bassins côtiers et de Grand Ben Albertine. Parce qu'il s'agit de deux bassins qui sont encore attribués. Tout à l'heure, j'ai vu sur les génériques que vous avez parlé de gaz, méthane et consorts. Oui, lac Kivu. Les Rwandais l'utilisent déjà, enfin l'exploitent déjà, et nous on est à la traîne. À ce niveau, nous avons défini un cadre réglementaire pour une exploitation sécurisée du lac de gaz méthane, dans le sens que dès que nous sommes arrivés à la tête du ministère, nous avons fait une grande réunion avec les experts du ministère et des autres ministères. On a fait appel à des experts étrangers. Nous avons élaboré ensemble un cahier de charges qui constitue pratiquement le précepte à respecter par toutes les sociétés qui vont manifester l'intérêt d'aller exploiter les gaz méthane du lac Kivu. Bien après, nous avons soumis au Conseil des ministres un projet de décret qui a été adopté par le Conseil des ministres et signé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui fixe le cadre d'abord général de l'exploitation des hydrocarbures gazeux en République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a aucun texte ni légal ni réglementaire. C'est en vertu de ce décret que nous avons pris l'arrêté pour pouvoir fixer le principe à respecter pour l'exploitation du gaz. Nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons fait le découpage de lac Kivu en concession gazière. À l'étape où nous sommes, je pense que vous suivez sur la RTN, c'est l'appel d'offres. Nous allons trier la société qui convient pour commencer à exploiter le gaz. En toute transparence, avec appel d'offres, en respectant le code d'accession au marché public. Bien sûr. Jacques Moulouba. Voilà, monsieur le ministre, je vais maintenant éventrer les boas. Je vais parler du pétrole au parc Virunga. Le dossier est fait mouche. La République démocratique du Congo, le gouvernement donc, avait autorisé l'entreprise Soko à faire les travaux d'exploration du pétrole dans le parc. Mais vous le savez, le Fonds mondial pour la nature, beaucoup d'autres ONG, Y compris les Allemands, il paraît. Même le Parlement britannique s'y oppose, puisque le parc de Virunga, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est classé tel quel. Le gouvernement s'était rétracté un peu, mais il semble que le gouvernement a autorisé Soko à faire l'exploration aérienne. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Va-t-on explorer le pétrole au parc Virunga ou le site sera maintenu tel quel? Le gouvernement n'a pas encore autorisé l'exploration par voie aérienne, comme vous le dites. Il y a bien sûr un contrat de partage de production signé avec la société Soko et Dominion, qui a été approuvé par l'ordonnance présidentielle. Le gouvernement a fixé comme préalable, il faut que la société puisse produire l'étude de l'impact environnemental pour nous convaincre que s'il advenait qu'il faut que je donne le permis, parce que l'exploration, production pétrole se fait sur base de permis délivrés par le ministère des hydrocarbures. Soko a bénéficié de l'autorisation du ministère de l'Environnement pour mener ses enquêtes de recherche. Jusqu'à aujourd'hui, Soko n'a pas votre agrément pour faire de l'exploration. N'a pas encore donné le permis. Est-ce que le ministre, allez, je vais poser la question comme les communs des mortels, est-ce que vous obtempérez aux injonctions des Allemands, des Britanniques et de ceux qui ne veulent pas que les richesses du Congo profitent aux Congolais, notamment dans le parc? J'ai reçu beaucoup d'organismes
internationales ou nationales qui protègent le parc. Je suis en contact permanent avec l'ambassadeur de l'Allemagne. J'ai reçu dernièrement le vice-président du caucus du Bundestag. Nous avons échangé, on a discuté sur ce que le parc rapporte pour la République démocratique du Congo en général et la contrée en particulier, et ce que le pétrole peut rapporter aussi. Nous faisons une étude comparative. Nous avons beaucoup de contacts avec le monde entier dans le secteur. Nous savons que l'exploration ne signifie pas destruction de parc. On peut bien explorer proprement sans nécessairement détruire l'écosystème. L'aérogravimétrie dont on fait allusion, c'est par voie aérienne. Goma, Beni, Butembo se relie par voie aérienne. Ça n'a pas détruit le parc, il faut faire fuir les animaux quand le passager voyage. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais il faut que je pose cette question. Je vais vous laisser conduire, je vais vous laisser continuer. Le Congolais, notamment des Beni Butembo, de cette partie de la République, qui souffre aujourd'hui, qui est pauvre, dont les richesses sont là, le gaz, le pétrole, et qui se voit tout ceci retardé parce que les Allemands, qui ne sont pas des Congolais, jusqu'à preuve du contraire, influent auprès du ministre pour que ça ne se fasse pas. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ils peuvent influer au niveau du ministère de l'Environnement. Mais moi, je sais que je dois, dès que les conditions de l'environnement sont remplies, nous devons chercher à savoir ce que nous avons comme richesse dans le sous-sol, de sorte que nous puissions discuter dossier sur table. Ceux qui veulent protéger l'environnement, à contrepartie, pourront me donner l'argent que je pourrais tirer du pétrole. Dans le cas contraire, nous allons discuter encore davantage. C'est l'UNESCO qui est là, monsieur le ministre. C'est l'UNESCO, c'est les Nations Unies. Vous allez tenir tête par rapport à cette exigence, Tout le monde n'est pas membre de l'UNESCO. Il y a des pays qui ne font pas partie. Je ne sais pas si les États-Unis y sont rentrés, ils s'étaient retirés. Donc, ce sont des richesses que nous devons d'abord évaluer pour nous permettre de nous prononcer. Si on trouve une quantité économiquement non exploitable, nous allons garder le parc. Mais si la quantité est valable, le gouvernement sera saisi après l'évaluation par mon ministère pour que nous puissions décider de ce que nous allons faire. Vous suivez les informations, parce que je suis sûr que vous avez appris ce qui s'est passé à l'Équateur, en Amérique latine. Oui, absolument. Je ne voudrais pas aller dans les détails. C'est-à-dire que le pays, tout simplement, s'est rétracté, se rendant compte que les échanges ou la compensation promise n'avaient pas eu lieu. Est-ce que, je vais peut-être laisser encore une ou deux questions à Jacques, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le ministre, que ces ONG, ces lobbies, on va dire, pro-environnemental, oui, ont pour mission d'empêcher les pays du tiers-monde que nous sommes, enfin les pays en développement, de ne pas engranger suffisamment de revenus pour qu'on soit un peu assujetti à leurs dettes? C'est l'impression que j'ai, monsieur le journaliste. Parce qu'il n'y a pas un mois que j'ai envoyé une équipe des ministères des hydrocarbures et de l'environnement en Ouganda. On a vu une société après la gravimétrie, la sismique, et faire le forage au parc. Pourquoi ça prend dans la RDC si nous essayons? Merci beaucoup, Jacques. Je poursuis, monsieur le ministre. Cette fois-ci, je vais au plateau ou à l'exploitation pétrolière, au plateau continental. Un litige oppose la République démocratique du Congo à l'Angola en ce qui concerne l'exploitation du pétrole. Et l'Angola devrait verser certains droits à la République démocratique du Congo, conformément à la convention de Montego Bay. Mais jusqu'à ce jour, rien ne fait, semble-t-il. Il y a même eu une commission qui a été mise en place
une commission parlementaire qui allait parler de ces dossiers au niveau des Nations Unies, mais on apprend qu'il y a eu des arrangements à l'amiable entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Si tel est le cas, pour quel dividende pour la RDC, ou en d'autres termes, quelle est la vraie situation de ce problème entre les deux pays? En principe, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est mieux placé pour répondre à cette question, parce que c'est lui le président de la Commission. Le ministère des hydrocarbures est membre. Je peux dire un mot. C'est un conflit frontalier. Lorsque on se dispute la limite entre deux pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la compétence. Le ministère des hydrocarbures est membre parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, bien sûr, parce qu'il y a la richesse en dessous de l'océan. À deuxième lieu, la délimitation de la limite des deux pays nécessite une technologie pratiquement que seul le ministère des hydrocarbures est capable de faire les éléments de recherche au niveau de la bathymétrie et consorts. Pour revenir à votre question, il n'y a jamais eu compromis pour... Bon, l'Angola nous doit ou pas de l'argent? Ils ont commencé à payer ou ça tarde? L'Angola a commencé à exploiter sur la partie que nous estimons faire partie de la RDC avant que le problème ne soit posé. Et les sociétés qui sont implantées, que ce soit les américaines, européennes, exploitent jusque-là comme s'ils étaient sur le territoire angolais. Depuis notre avènement au ministère des hydrocarbures, nous sommes réunis 2 fois pour relancer les dossiers. Les dossiers au niveau du secrétaire général des Nations Unies. Il n'y a jamais un compromis pour dire qu'il faut, à moins que cela se fasse à cachette avant mon avènement, qu'il y ait compensation. Mais peut-être on pourra y arriver le jour où on finira par déterminer la limite entre la République démocratique du Congo. Entre-temps, les Angolais, ils puisent notre pétrole ou pas? On continue à exploiter, bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on comptabilise tout ça pour savoir combien ils nous doivent? Les données pétrolières n'échappent pas. Donc c'est une dette qui s'alourdit. Ils ont des données chiffrées, des données statistiques qu'ils gardent. Jacques, la dernière question. Déjà. Ben oui, ça va vite. Monsieur le ministre, ça va, merci beaucoup. Le pétrole au lac Albert, on l'a dit ici, l'Ouganda a fait des explorations et veut déjà entamer la phase de production. Nous tergiversons encore. Au lac Tanganyika, on l'a dit, c'est le même problème avec la Tanzanie. Et en ce qui concerne le gaz méthane au niveau du lac Kivu, le Rwanda est déjà en avance par rapport à nous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un déficit de politique du gouvernement en matière d'hydrocarbures? Disons-nous la vérité en face. Ou quelle est la vraie politique devant apporter du renouveau dans ce secteur profitable à la République démocratique du Congo? Il n'y a pas de déficit. Il faut plutôt que je vous apporte les informations, les renseignements qu'il faut. Au niveau de Graben-Albertine, le bloc 1 et 2 sont l'objet de l'exploration bien poursuivie. Au moment où je vous parle, on a terminé la sismique il y a une semaine. Les données évaluées sont très prometteuses. Je pense qu'en décembre ou janvier, nous commencerons le forage. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en grand retard comme vous le croyez. Le bloc 3, avec Semilike et Total, ils ont terminé la gravimétrie. C'est en septembre qu'ils vont commencer avec la sismique. Bien sûr, le bloc 3, c'est sur la terre ferme, là où il y a le phénomène de l'insécurité. Mais je pense que le dossier sécuritaire a bien évolué et la sismique aura lieu. En face, l'Ouganda. L'Ouganda, bien sûr, fait déjà le forage, mais l'Ouganda ne va pas produire sans le pipeline. Au moment où nous commençons le forage, nous attendons la négociation
pour chercher comment nous devons construire le pipeline pour évacuer la production vers l'exportation. Qui partira vers l'Ouganda ou vers chez nous? Il y a plusieurs alternatives. Nous allons choisir celle qui est le mieux adaptée pour la RDC. Il y a une voie de sortie qui traverse l'Ouganda jusqu'au Kenya. Il y a l'alternative qu'on appelle Reptilia, évidemment, qui doit traverser toute la RDC. C'est l'alternative la plus coûteuse, qui prendra plus de temps. D'autres proposent qu'on passe par le Soudan du Sud pour faire jonction encore vers le Kenya pour éviter l'Ouganda et consorts. Donc tout ça, ce sont c'est pour dire qu'il y a des avancées. Le bloc 4 n'est pas attribué. Le bloc 5, je vous ai dit le problème avec Soko. Le lac Kivu avec le gaz, je vous ai donné l'évolution des dossiers. Le Graben Tanganyika. Les Tanzaniens, évidemment, ils ont déjà terminé la sismique. Nous n'avons pas encore commencé. Parce que tout au début, je vous ai dit, le gouvernement voulait que nous puissions disposer d'un texte de loi. Ensuite, que nous puissions chercher une société de services spécialisée dans l'évaluation pétrolière avant l'attribution de blocs pétroliers. Parce que l'expérience à partir du bassin côtier a fait que d'abord nous n'avions pas suffisamment d'expérience dans l'élaboration et discussion des contrats, les négociations mal menées. Nous voulons d'abord avoir le type de contrat, comment ça peut s'adapter, comment les autres le font dans d'autres pays. Merci ensuite, oui. Laissez-moi terminer. Je vous en prie. Ensuite, lorsque nous aurons les données suffisantes sur la valeur des gisements qu'il y a dans différents bassins, je pense que les négociations se feront en connaissance de cause. Au lieu de prendre un bloc non évalué, donner à une société qui va chercher à elle-même à faire l'exploration. Donc, vous avez un bonus forfaitaire de 2 500 qui est suffisant. Mais si vous savez ce qu'il y a là-bas, je crois que vous discutez valablement pour l'intérêt de la RDC. Merci beaucoup. On va continuer dans le domaine parce que moi j'ai encore d'autres questions. Merci Jacques, vraiment on est limité par les temps. Merci bien, à très bientôt. On viendra encore pour d'autres questions dans d'autres numéros. Monsieur le ministre, avant que puisse nous rejoindre Mathieu Kamangou, j'aimerais bien savoir ce qui vous est reproché souvent, le ministère des Hydrocarbures, c'est que vos collaborateurs prennent beaucoup de commissions sur des contrats auprès des sociétés qui ne sont pas viables, lesquelles sociétés vont encore marchander ces permis auprès des sociétés qui peuvent disposer de l'argent. Et c'est pour cela que ça traîne, parce que vous donnez des permis aux sociétés qui ne sont pas viables financièrement. Info ou intox? Je voudrais apporter un petit rectificatif. Quand vous dites que mes collaborateurs prennent beaucoup de pas le vôtre dernièrement, hein, je parle du ministère au sens large. Depuis que je suis là, ils n'ont pas encore signé un contrat. Peut-être ils l'ont fait antérieurement, avant mon avènement. N'ont pas signé de contrat de partage de production, pas de protocole d'accord. Ça signifie que l'occasion ne leur est pas donnée de négocier et que les faits soient portés à ma connaissance. C'est que certains, sur instruction du chef, beaucoup de protocoles d'accord qui avaient été signés avant mon avènement avaient été pratiquement neutralisés. Donc vous êtes l'homme qui a mis un peu fin à certaines magouilles qui s'est tramées sous les manteaux, enfin sous les chemises. Il fallait y arriver. Merci beaucoup, Mathieu Kamangou. Une série de questions. Télé 50, il semble-t-il qu'il y a des questions pertinentes pour le ministre. Il est à vous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Oui, vraiment le pétrole, les hydrocarbures, c'est vraiment un secteur important. Il y a quelques années, je vais aller tout droit au but, il y a quelques années, le secteur des hydrocarbures ne contribuait en rien dans le budget national. D'ici là, c'est la session budgétaire. Pensez-vous que votre secteur va chercher à égaler les autres secteurs miniers ou autres qui contribuent à plus de 30% dans le budget national?
Je ne pense pas que au niveau du budget qui sera élaboré à la prochaine rentrée parlementaire, qu'il y ait une augmentation sensible au niveau de mon ministère. Parce que jusque-là, c'est la société Perreco, bien que qui produise, comme a dit l'animateur, les 833 000 quelques barils par an. 25 000 barils par jour. Voilà, qui équivaut à plus ou moins à 350, 400 millions de dollars comme contribution annuelle. Pour augmenter cette production, ce montant, il faut qu'il y ait découverte, augmentation de production. Jusque-là, les perspectives ne permettent pas de pouvoir faire une telle projection. Ce qui fait que les chiffres seront pratiquement reconduits. Mais dans l'avenir, nous garantissons que le ministère sera très important si les bassins que je viens d'énumérer deviennent tous producteurs. Et c'est là le problème, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, que je vous pose cette question? On a le bloc Graben au nord, on a les Graben de Tanganyika, on a les lacs Upemba que vous n'avez pas cités. Partout là-bas, pourquoi vous ne voulez pas donner à des sociétés faire vite, alors que d'autres pays qui se sont aussi réveillés en retard, je cite la Tanzanie, le Rwanda, pour le gaz, ils vont vite plus que chez nous. On dit qu'il y a un problème de gouvernance dans le secteur des hydrocarbures. Est-ce ça le vrai problème? Il n'y a pas de problème de gouvernance, c'est plutôt question de principe. C'est-à-dire quand le gouvernement lève l'option qu'il faut une évaluation préalable avant l'attribution de blocs pétroliers, c'est ce principe qu'il faut respecter. Nous sommes d'ailleurs, comme vous le souhaitez, en train de faire passer aussi, nous avons saisi la direction générale chargée de contrôle des marchés publics, justement pour choisir les sociétés qui peuvent faire ce genre de travail, aussi bien au niveau de la cuvette centrale qu'au niveau de Graben, Albert, Tanganyika et Upemba et Mwero. Quand vous me poussez à parler, je n'aime pas me prononcer sur des chiffres. Dès que le Graben Albertine sera déjà en train de produire, les chiffres de bassin côtier sera 10 ou 20 fois moins. Donc là, on estime plus de 3-4 milliards de barils. Donc vous êtes en train de nous dire on a commencé à produire timidement et on ne veut pas publier nos chiffres pour faire peur aux autres. De peur que les autres pensent qu'on est déjà producteur du pétrole. Le ministère des hydrocarbures a cette particularité parce que la mise en production demande un long processus. Les mines, c'est différent. Vous pouvez prendre une bêche, pelle, vous attraper les diamants. Ce n'est pas le cas avec le ministère des hydrocarbures. Ce sont des investissements lourds qui demandent une technologie avancée, qui demandent beaucoup de temps pour atteindre les résultats. Je vous ai dit que nous allons produire dans le Graben Albertine. Ce qui suppose préalablement, je donne l'exemple de pipeline qu'il faut construire de lac Albert jusqu'à Lamouata, c'est 1400 km. Ça terme des milliards, 1 milliard, 2 milliards. Il faut d'abord investir, rien que pour transporter le produit. C'est différent du secteur des mines. Il y a beaucoup de sociétés qui se disent prêts à mettre cet argent dès qu'ils ont le permis. Je veux dire, les demandes pleuvent. Et le ministre ne veut pas. Non, il faut choisir. Justement, c'est pour dire qu'il faut éviter de signer le contrat avec la société qui se présente la première et prend le contrat pour commencer à chercher un partenaire. Il faut vérifier la capacité technique et financière de cette société avant de s'engager. C'est-à-dire que les fonctionnaires que vous voyez là-bas sillonnent le monde entier à votre insu. Lorsqu'une société postule, nous les envoyons vérifier. Souvent, le résultat est négatif. Même si on leur donne des commissions, on ne va pas accepter. Les fonctionnaires, hein? Les commissions... Bon, moi, je me contente de rapports. Quand ils font les rapports négatifs, je suppose que
Même s'ils ont plus de commission là-bas, ils m'ont fait un rapport que j'attends. Et ils vont rembourser. Bon, si je ne signe pas, peut-être les sociétés là vont les rechercher, mais je ne pense pas. Mathieu Kamango. Une autre question, monsieur le ministre des hydrocarbures. On sent le ministre qui soutient ses fonctionnaires. On le sent. Là, c'est le père de famille, enfin, des secteurs des hydrocarbures, ou c'est le ministre surdoué des Matata? Non, ce Parce n'est que chez pas Matata, question... vous avez la clé, hein, vous fermez bien les choses. Non, ce n'est pas question de surdoué. Moi, j'ai longtemps travaillé dans la gestion du personnel. Lorsqu'on dit que vous avez une entreprise, le premier facteur, c'est l'humain. On va voir même des enjeux sophistiqués, ce sont des personnes qui sont appelées à les manipuler. Il faut d'abord bien les encadrer, les identifier, les connaître. Vous devez un partenariat face à face, ça vous permet de bien les diriger et chercher à atteindre l'objectif que vous cherchez à atteindre. C'est comme ça que moi je travaille avec mes agents. Est-ce qu'ils ont peur du ministre? Parce que je sanctionne, je ne sais pas si c'est ça la peur, mais ils me respectent.